Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, l'interdiction de la vente des armes à feu et munitions pourra s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'envisage le gouvernement pour traquer les fournisseurs et clients du marché illicite. Selon le ministre Paul Atangandi, le désordre observé dans ce secteur représente un danger au Cameroun. CAN 2019, à 2 mois d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF, la pression monte au sein du gouvernement dans la région du centre. Le gouverneur a appelé à une mobilisation accrue des prestataires afin de livrer les chantiers dans les délais. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Mettons d'abord le cap sur Bello, cette ville fantôme située dans la région du nord-ouest Cameroun. La vie des populations de cette localité a basculé à cause des affrontements récurrents entre assaillants séparatistes et forces de défense camerounaises. Malgré le fort déploiement sécuritaire, la peur continue de hanter les populations. Le reportage de Stella Mbouf et de Gladys Sidi. Rue déserte, maisons abandonnées, espaces marchands fermés, pas un signe de vie dans les principales artères. La carte postale de la localité de Bello, dans la région du Nord-Ouest, après les attaques des sécessionnistes, présente de tristes clichés. Les multiples attaques ont laissé des séquelles considérables. Bello est aujourd'hui fortement militarisé. Mais malgré cela, les populations sont toujours gagnées par la peur. À l'approche du moindre visiteur, les derniers rescapés prennent la fuite. Il faut se rendre au centre-ville pour apercevoir quelques rares commerçants étaler leurs marchandises et des véhicules circuler. La vie à Bello n'est plus la même. Les jeunes surtout ont déserté les lieux pour se réfugier dans les forêts. Tous les secteurs d'activité sont paralysés. Le transport, l'éducation, entre autres. Et dans ce dernier domaine, on est bien loin des effectifs enregistrés à la rentrée scolaire. Pour autant, certains élèves tiennent le coup et préparent leurs examens dans ce contexte de forte tension. À Bello, comme dans plusieurs autres localités des régions du nord-ouest et sud-ouest, les populations vivent la peur au ventre, dans l'espoir de voir ce cauchemar prendre fin un de ces jours. Et le ministre de l'administration territoriale durcit le ton dans le commerce illicite de la vente des armes à feu et munitions au Cameroun. Le Paul Atangandi envisage d'interdire la vente sur l'ensemble du territoire national après la mesure conservatoire prise dans 6 régions du pays. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue ce jour à Yaoundé entre le collectif des armureries. Paul Atangandi instruit également l'établissement d'un fichier numérique de la clientèle. Ceci afin de traquer les fournisseurs et clients du marché illicite. Selon Paul Atangandi, le désordre observé dans ce secteur constitue donc une menace pour la stabilité du pays. Dans le communiqué final des travaux de ce jour, indique que près de 24 000 armes à feu sont en circulation de manière illégale au Cameroun. Et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme imprime ses marques. Dans la région du sud-ouest Cameroun, les membres de la commission Moussongué effectuent depuis quelques jours une tournée d'écoute dans cette partie du pays en proie aux violences. Les populations de cette partie du pays ont saisi l'occasion de cette descente des membres de la commission pour dénoncer l'absence de la traduction des documents en anglais ainsi que les violences qui paralysent les activités économiques dans cette partie du pays. Le reportage d'Isabelle Carole Zoupette. Longtemps attendu dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à une sévère crise, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a enfin déposé ses valises au sud-ouest 1 an après sa création. Il s'agit, à travers cette descente, de toucher du doigt les réalités du terrain. Pour cela, l'occasion a été donnée aux populations d'exprimer leurs revendications au cours d'une réunion organisée par la commission Moussongué.
Parmi les revendications formulées, absence de plusieurs documents traduits en anglais, insécurité grandissante, l'économie qui tourne au ralenti. Autant de griefs qui n'ont pas laissé indifférents les membres de cette commission qui promettent d'apporter des solutions de manière méthodique. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, réponse du gouvernement camerounais aux revendications anglophones, peine jusqu'ici à trouver ses marques dans le chaudron de cette crise. Dans le reste de l'actualité, la Société nationale de transport d'électricité peut enfin se déployer sur le terrain et ceci au grand bonheur des populations. La concession qui balise le chemin de ce déploiement a été officialisée ce jour à Yaoundé. Reste donc à relever le défi de la réhabilitation du réseau afin que les résultats escomptés soient atteints. Marcelin Gansop, reportage. Le plus grand défi de la Sonatrel aujourd'hui est la remise à niveau, ainsi que le renforcement des réseaux de transport de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons dans plusieurs postes de transport des lignes de transport qui sont saturées, des transformateurs qui sont saturés. Et certaines lignes fonctionnent même au-delà de leur capacité. Parce que, voyez-vous, la demande est croissante. Nous avons une augmentation de la demande qui va de 8 à 10% par an. Et donc, il faut adapter le réseau de transport, n'est-ce pas, donc, à cette conjoncture de manière à permettre que l'énergie soit transportée depuis les sources de production vers les sources de consommation avec le moins de pertes possible. C'est dans ce contexte fait des défis qu'intervient la signature de 2 contrats de concession entre la Sonatrel et le gouvernement. Les documents paraphés le 27 avril à Yaoundé marquent le début de l'opérationnalisation de la Sonatrel, dont la création par le chef de l'État a suscité beaucoup d'espoir. Le secteur de l'électricité comprend plusieurs segments. Un segment de production à travers les barrages, un segment de transport et un segment de distribution. L'entreprise Eneo avait en charge de tous ces segments. Mais aujourd'hui, par souci d'efficacité, le président de la République a donc créé la Sonatrel qui va désormais s'occuper de l'infrastructure de transport, les pylônes, les lignes haute tension que vous voyez, des barrages jusqu'aux postes de transformation. Et en même temps, cette entreprise va gérer les flux de production d'énergie qui sortent de ces barrages. Les chemins sont désormais balisés afin que la Sonatrel joue le rôle qui est le sien, à savoir le transport et la gestion du réseau de transport de l'énergie électrique. Maintenant que nous avons nos contrats de concession, nous avons l'habilité juridique à intervenir sur le réseau de transport. Nous connaissons, n'est-ce pas, tous les problèmes des populations en matière d'énergie. Nous serons à côté de ces populations-là pour construire les lignes de transport. Vous savez que nous avons déjà un programme de remise à niveau des réseaux de transport avec la Banque mondiale et les financements nécessaires. L'accord est déjà entré en vigueur. Il ne nous reste plus qu'à descendre sur le terrain. Créée par décret présidentiel le 8 octobre 2015, la Sonatrel est une société à capital public dont l'État est l'unique actionnaire. Une catastrophe écologique menace les habitants du quartier Bilongué 2. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les déchets industriels et ordures ménagères déversés dans le cours d'eau d'Indin polluent l'environnement et exposent les populations à de nombreuses maladies. Les multiples plaintes envers les pouvoirs publics sont restées lettres mortes. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Leclerc Sakem. Les populations du quartier Bilongué 2 à la pénétrante est de Douala, capitale économique du Cameroun, se sont familiarisées avec les odeurs que dégage le fleuve Ndingde, appelé ici fleuve noir. Nous n'avons pas tellement de problèmes puisque là où nous nous trouvons, il y a une cour. Ça nous dérange, mais nous sommes habitués pour ça. Selon les riverains, cette eau au départ était claire, elle a changé de couleur au fil des ans à cause des déchets de graisse déversés ici par les entreprises. À côté de ces déchets de graisse, les habitants du coin ont transformé ce coup d'eau en latrine, toute chose qui contribue à souiller l'eau du fleuve Ndingde. Les riverains sortent dans la nuit, versent les ordures à bord du drain. Et ce qui n'est pas permis. On crie haut et fort, personne ne l'entend. L'un des moments spectaculaires que vivent les riverains, c'est lorsque la marée est haute. Dans les odeurs,
ne laisse pas les gens de ces mauvaises odeurs parce que les gens ont même les toilettes. Les gens font les sels, ça tombe que dedans. Les gens, bon, tout on jette dans l'eau, c'est pour ça que les odeurs, et les odeurs sortent aussi d'ailleurs. Bon, on ne sait pas, au niveau d'ici, comme nous sommes habitués, peut-être quelque part, ça rend les autres enfants malades. Et d'autres tombent dedans, d'autres meurent même qu'à l'intérieur. Voilà, c'est grave. D'où le nombre élevé des cas de noyade enregistrés. Les multiples plaintes des populations déposées auprès des pouvoirs publics pour l'amélioration de leur environnement de vie sont restées lettres mortes. Et on parle de toute autre chose à présent dans les entreprises au Cameroun. Le rôle du délégué du personnel est très peu connu par des employés à l'occasion de la fête du travail. Le 1er mai prochain, une formation du personnel des entreprises vient de se tenir à Kribi dans la région du Sud. Joseph Abena. La question de déléguer du personnel dans une entreprise n'a pas toujours été saluée par tous. Plusieurs délégués de personnel s'attribuent souvent des rôles qui ne sont pas siens. Le délégué ne doit pas seulement se résumer aux revendications. Le délégué doit se résumer à celui-là même qui porte les revendications, qui connaît ses droits et ses obligations vis-à-vis de son employeur et vis-à-vis de ceux qui les ont élus. Ici, à Mélène, dans l'arrondissement de Bipindi, les délégués du personnel suivent la formation sur les droits et les devoirs du travailleur ainsi que du rôle d'un délégué du personnel. Le délégué du personnel, comme nous l'avons dit lors de la formation en début de journée, est la courroie de transmission entre les employés et l'entreprise, l'employeur qui représente l'entreprise. La formation est suivie de la cérémonie solennelle d'installation en présence du sous-prophète de Bipindi. Il faudrait d'abord dire merci pour les grâces de l'Éternel. Et je suis satisfait de cette formation et de l'installation des délégués. Je suis honoré d'avoir... Moi, je pense que les délégués du personnel sont les bienvenus dans une entreprise. Je dirais que vraiment, je prie Dieu qu'il me soutienne spirituellement à ce que les lois qui me sont demandées, les devoirs que je dois mettre ici en pratique, que je les pratique pour pouvoir soutenir mes collègues, mes collaborateurs et puis l'entreprise tout entière. Ces 8 délégués du personnel seront donc bientôt jugés au pied du mur. Se faire établir un document d'état civil n'a pas été chose facile pendant des années pour les populations du village Djoungou. C'est dans le département du Mungo et la construction d'un centre d'état civil en plein cœur du village est saluée par les populations et apparaît comme une bouffée des frais. Plus de précisions avec Kediara et Jacquino Molon. C'est un véritable ouf de soulagement que pour son cœur, les habitants du village Djoungou, dans le département du Mungo. Il y a quelques jours encore, ces hommes et femmes étaient condamnés à parcourir de longues distances pour le simple établissement d'un acte de naissance. Aujourd'hui, cela relève du passé, car en plus d'un centre, ils ont désormais leur propre secrétaire d'état civil. Je le jure. Comprenez que dès les naissances maintenant, il en est de même pour le mariage. Venez déclarer très tôt pour qu'on établisse en temps réel vos actes de naissance. Avant la création de ce centre d'état civil, les riverains les plus nantis se rendaient dans des villes telles que Penja-Imbanga pour établir les actes de naissance de leurs enfants. Pour les autres, c'était l'anonymat, tout simplement. Auparavant, on souffrait beaucoup. On quittait Ndjongo. Des fois, tu viens en Banga 1000 fois. On te dit que le secrétaire d'état civil n'était pas là. Des fois, le maire n'est pas là pour signer. Bon, à présent, on est ressuscité. Tel que Ndjoungou, plusieurs villages situés dans l'arrière-pays rencontrent des difficultés liées à l'établissement des actes de naissance et autres documents officiels. Résultat des courses, ils sont nombreux à être camerounais, mais à n'avoir aucune pièce officielle pour le prouver. La création des centres d'état civil de proximité pourra résoudre de moitié ce type de désagrément qui dessert le Cameroun.
Qu'en 2019, à 2 mois d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF au Cameroun, la pression monte au sein du gouvernement. Dans la région du centre, Paul Nassiri Beya appelle à une mobilisation de tous les prestataires afin de livrer les chantiers dans les délais. Le reportage de Marcelin Gansop. C'est assurément l'aspect le plus visible de l'évolution du chantier de construction du stade Paul Biya d'Olembe. Depuis quelques jours, les gradins sortent progressivement des terres. Comme on le voit, les premiers gradins sont sortis des terres ici au stade d'Olembe. C'est bien la preuve qu'entre 2 visites, les travaux s'accélèrent. On préfère que les structures principales aient fini totalement et après on installe. Tout ce que vous avez vu, c'est le travail de 4 jours seulement. Ça veut dire qu'on peut faire les gradins de tout le stade dans 2-3 semaines. Ah, et il y en a les matériels ici. Bon, ils vont venir ici le mois de juin et ils vont trouver que les gradins sont installés. C'est une évolution à ne pas négliger au moment où la CAF met la pression sur le Cameroun. Qu'il s'agisse du stade proprement dit, que des 2 terrains d'entraînement, de l'hôtel, du centre commercial, de la piste d'atterrissage. L'entreprise Pitini revendique une accélération des travaux à la hauteur des attentes du gouvernement. On travaille dans toutes les zones de stade et on travaille aussi dans les autres zones qui sont dehors du stade, comme le 2 stades d'entraînement et aussi l'hôtel et le centre commercial. On avance dans tous les côtés. Il y en a le reste de la structure principale du stade et on va finir avant de leur arrivée. Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il y en a un planning, on respecte les plannings et on fait tout les possible pour avancer plus. Des travaux qui devraient s'accélérer davantage avec l'arrivée imminente de 30 000 tonnes de matériel préfabriqué. Le reste du matériel structural, pas seulement le préfabriqué en béton, mais aussi les structures métalliques pour les structures de stade vont arriver dans les prochains 2 bateaux. Il y a un bateau qui arrivera demain, il y a le dernier bateau pour le stade qui doit être ici le 10 mai. C'est déjà quitté l'Italie 3 jours avant et c'est en cours pour arriver ici. Normalement, ça prend 2 semaines. En visite sur le site d'Olembe, comme c'est désormais la tradition, le gouverneur de la région du centre s'est réjoui des avancées enregistrées, non sans mettre une pression supplémentaire sur Pitini, au regard des délais qui courent. Notre mission et notre objectif comme président de site était de venir voir l'évolution de ce chantier qui, ma foi, a évolué depuis notre dernier passage. Et nous avons demandé à un certain nombre de travaux à être réalisés avant le mois prochain. Et qu'avant l'arrivée de la mission de la CAF, que la plupart de ces choses qui étaient données dans le cahier des charges soient prises en compte pour permettre à ce que nous ne serons pas dans la situation d'être critiqués. L'entreprise Pitini qui exécute les travaux de construction du stade d'Olembe est formelle. Le délai d'avant fin 2018 sera tenu par rapport à la livraison de ce chantier. Mais avant, une prochaine mission d'inspection de la CAF est attendue ici. D'ici là, certainement, qu'il y aura de la matière. Ici, le stade d'Olembe à Yaoundé. Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Et avant de sortir de ce journal, nous vous proposons les images de la cérémonie d'installation des membres du Conseil national de la jeunesse élus il y a quelques jours. Ils ont été installés ce jour dans les fonctions à Yaoundé. À cette occasion, les problèmes des jeunes et le fonctionnement de l'organe ont refait surface. Aïk Cyril et Joël Sengue. C'est à croire que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est devenu le cimetière des revendications de la jeunesse camerounaise. Le MINJEC demande aux membres nouvellement élus du Conseil national de la jeunesse d'éviter de se comporter comme des syndicalistes qui défendent tout simplement les intérêts de leurs adhérents. Le Conseil national de la jeunesse n'est pas un deuxième ministère de la jeunesse, encore moins un syndicat. Il reste et demeure une plateforme de concertation et d'expression des jeunes chargée de soumettre de manière responsable au pouvoir public leurs préoccupations. Prenant à contre-pied le MINJEC, la présidente du Conseil national de la jeunesse invite ses compatriotes jeunes à se lever comme un seul homme pour défendre leurs intérêts et œuvrer au développement du Cameroun.
J'appelle toute la jeunesse camerounaise à se mobiliser afin qu'on forme tous un pour pouvoir travailler tous ensemble. Nous allons nous évertuer en fait à accompagner cette jeunesse camerounaise à pouvoir entreprendre afin de pouvoir se développer, de pouvoir être autonome, de pouvoir en fait aller vers un développement durable et de pouvoir en fait s'épanouir. Quoi qu'il en soit, le Cameroun a besoin d'une jeunesse forte et dynamique. Cela passe entre autres par une gestion exemplaire des finances publiques, surtout par ces temps où l'épervier a repris du service. La méthode de transparence disait doit guider nos actions, surtout en matière de gestion financière. Elle doit être exemplaire. En cette période où les Camerounais font preuve de beaucoup de résilience, chaque franc des fonds publics dépensés doit être justifié. J'insiste parce que c'est source de conflits dans l'ancien bureau. Au terme d'un processus électoral quelque peu tumultueux, le 1er avril dernier, Fadimatou Iyawa Ousmanou a été élue à la présidence du Conseil national de la jeunesse. La toute première femme à occuper ce poste depuis 3 mandatures est à la tête d'une équipe de 11 personnes chargées de porter les aspirations de la jeunesse camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Prendre fin, un de ces jours. Et le ministre de l'administration territoriale durcit le ton dans le commerce illicite de la vente des armes à feu et munitions au Cameroun. Le pôle Atangandi envisage d'interdire la vente sur l'ensemble du territoire national après la mesure conservatoire prise dans 6 régions du pays. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue ce jour à Yaoundé entre le collectif des armureries. Pôle Atangandi instruit également l'établissement d'un fichier numérique de la clientèle. Ceci afin de traquer les fournisseurs et clients du marché illicite. Selon Paul Atangandi, le désordre observé dans ce secteur constitue donc une menace pour la stabilité du pays. Dans le communiqué final des travaux de ce jour, indique que près de 24 000 armes à feu sont en circulation de manière illégale au Cameroun. Et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme imprime ses marques. Dans la région du sud-ouest Cameroun, les membres de la commission Moussongué effectuent depuis quelques jours une tournée d'écoute dans cette partie du pays en proie aux violences. Les populations de cette partie du pays ont saisi l'occasion de cette descente des membres de la commission pour dénoncer l'absence de la traduction des documents en anglais ainsi que les violences qui paralysent les activités économiques dans cette partie du pays. Le reportage d'Isabelle Carole Zoupette. Longtemps attendu dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à une sévère crise, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a enfin déposé ses valises au sud-ouest 1 an après sa création. Il s'agit, à travers cette descente, de toucher du doigt les réalités du terrain. Pour cela, l'occasion a été donnée aux populations d'exprimer leurs revendications au cours d'une réunion organisée par la commission Moussongué. Parmi les revendications formulées, absence de plusieurs documents traduits en anglais, insécurité grandissante, l'économie qui tourne au ralenti. Autant de griefs qui n'ont pas laissé indifférents les membres de cette commission qui promettent d'apporter des solutions de manière méthodique. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, réponse du gouvernement camerounais aux revendications anglophones, peine jusqu'ici à trouver ses marques dans le chaudron de cette crise. Dans le reste de l'actualité, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, l'interdiction de la vente des armes à feu et munitions pourra s'étendre
sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'envisage le gouvernement pour traquer les fournisseurs et clients du marché illicite. Selon le ministre Paul Atangandi, le désordre observé dans ce secteur représente un danger au Cameroun. Qu'en 2019, à 2 mois d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF, la pression monte au sein du gouvernement dans la région du centre. Le gouverneur a appelé à une mobilisation accrue des prestataires afin de livrer les chantiers dans les délais. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Mettons d'abord le cap sur Bello, cette ville fantôme située dans la région du nord-ouest Cameroun. La vie des populations de cette localité a basculé à cause des affrontements récurrents entre assaillants séparatistes et forces de défense camerounaises. Malgré le fort déploiement sécuritaire, la peur continue de hanter les populations. Le reportage de Stella Mbouf et de Gladys Sidi. Rue déserte, maisons abandonnées, espaces marchands fermés, pas un signe de vie dans les principales artères. La carte postale de la localité de Bello, dans la région du Nord-Ouest, après les attaques des sécessionnistes, présente de tristes clichés. Les multiples attaques ont laissé des séquelles considérables. Bello est aujourd'hui fortement militarisé. Mais malgré cela, les populations sont toujours gagnées par la peur. À l'approche du moindre visiteur, les derniers rescapés prennent la fuite. Il faut se rendre au centre-ville pour apercevoir quelques rares commerçants étaler leurs marchandises et des véhicules circuler. La vie à Bello n'est plus la même. Les jeunes surtout ont déserté les lieux pour se réfugier dans les forêts. Tous les secteurs d'activité sont paralysés. Le transport, l'éducation, entre autres. Et dans ce dernier domaine, on est bien loin des effectifs enregistrés à la rentrée scolaire. Pour autant, certains élèves tiennent le coup et préparent leurs examens dans ce contexte de forte tension. À Bello, comme dans plusieurs autres localités des régions du nord-ouest et sud-ouest, les populations vivent la peur au ventre, dans l'espoir de voir ce cauchemar. Ici, à Mélène, dans l'arrondissement de Dipindi, les délégués du personnel suivent la formation sur les droits et les devoirs du travailleur ainsi que du rôle d'un délégué du personnel. Le délégué du personnel, comme nous l'avons dit lors de la formation en début du dîner, est la courroie de transmission entre les employés et l'entreprise, l'employeur qui représente l'entreprise. La formation est suivie de la cérémonie solennelle d'installation en présence du sous-prophète de Dipindi. Il faudrait d'abord dire merci pour les grâces de l'Éternel. Et je suis satisfait de cette formation et de l'installation des délégués. Je suis honoré d'avoir... Moi, je pense que les délégués du personnel sont les bienvenus dans une entreprise. Je dirais que vraiment, je prie Dieu qu'il me soutienne spirituellement à ce que les lois qui me sont demandées, les devoirs que je dois mettre ici en pratique, que je les pratique pour pouvoir soutenir mes collègues, mes collaborateurs et puis l'entreprise tout entière. Ces 8 délégués du personnel seront donc bientôt jugés au pied du mur. Se faire établir un document d'état civil n'a pas été chose facile pendant des années pour les populations du village Djungu. C'est dans le département du Mungo et la construction d'un centre d'état civil en plein cœur du village est saluée par les populations et apparaît comme une bouffée des frais. Plus de précisions avec Kediara et Jacquino Molon. C'est un véritable ouf de soulagement que pour son cœur, les habitants du village Djungu, dans le département du Mungo. Il y a quelques jours encore, ces hommes et femmes étaient condamnés à parcourir de longues distances pour le simple établissement d'un acte de naissance. Aujourd'hui, cela relève du passé, car en plus d'un centre, ils ont désormais leur propre secrétaire d'état civil. Je le jure. Comprenez que dès les naissances maintenant, il en est de même pour le mariage.
venez déclarer très tôt pour qu'on établisse en temps réel vos actes de naissance. Avant la création de ce centre d'état civil, les riverains les plus nantis se rendaient dans des villes telles que Penja-Imbanga pour établir les actes de naissance de leurs enfants. Pour les autres, c'était l'anonymat, tout simplement. Auparavant, on souffrait beaucoup. On quittait Ndjongo. Des fois, tu viens en Banga 1000 fois. On te dit que le secrétaire d'état civil n'était pas là. Des fois, le maire n'est pas là pour signer. Bon, à présent, on est... Actualité, la Société nationale de transport d'électricité peut enfin se déployer sur le terrain et ceci au grand bonheur des populations. La concession qui balise le chemin de ce déploiement a été officialisée ce jour à Yaoundé. Reste donc à relever le défi de la réhabilitation du réseau afin que les résultats escomptés soient atteints. Marcelin Gansop, reportage. Le plus grand défi de la Sonatrel aujourd'hui est la remise à niveau, ainsi que le renforcement des réseaux de transport de l'électricité. Aujourd'hui, nous avons dans plusieurs postes de transport des lignes de transport qui sont saturées, des transformateurs qui sont saturés, et certaines lignes fonctionnent même au-delà de leur capacité. Parce que, voyez-vous, la demande est croissante. Nous avons une augmentation de la demande qui va de 8 à 10% par an. Et donc, il faut adapter le réseau de transport, n'est-ce pas, donc, à cette conjoncture de manière à permettre que l'énergie soit transportée depuis les sources de production vers les sources de consommation avec le moins de pertes possible. C'est dans ce contexte fait des défis qu'intervient la signature de 2 contrats de concession entre la Sonatrel et le gouvernement. Les documents paraphés le 27 avril à Yaoundé marquent le début de l'opérationnalisation de la Sonatrel, dont la création par le chef de l'État a suscité beaucoup d'espoir. Le secteur de l'électricité comprend plusieurs segments. Un segment de production à travers les barrages, un segment de transport et un segment de distribution. L'entreprise Eneo avait en charge de tous ces segments. Mais aujourd'hui, par souci d'efficacité, le président de la République a donc créé la Sonatrel qui va désormais s'occuper de l'infrastructure de transport, les pylônes, les lignes haute tension que vous voyez, des barrages jusqu'aux postes de transformation. Et en même temps, cette entreprise va gérer les flux de production d'énergie qui sortent de ces barrages. Les chemins sont désormais balisés afin que la Sonatrel joue le rôle qui est le sien, à savoir le transport et la gestion du réseau de transport de l'énergie électrique. Maintenant que nous avons nos contrats de concession, nous avons l'habilité juridique à intervenir sur le réseau de transport. Nous connaissons, n'est-ce pas, tous les problèmes des populations en matière d'énergie. Nous serons à côté de ces populations-là pour construire les lignes de transport. Vous savez que nous avons déjà un programme de remise à niveau des réseaux de transport avec la Banque mondiale et les financements nécessaires. L'accord est déjà entré en vigueur. Il ne nous reste plus qu'à descendre sur le terrain. Créée par décret présidentiel le 8 octobre 2015, la Sonatrel est une société à capital public dont l'État est l'unique actionnaire. Une catastrophe écologique menace les habitants du quartier Bilangé 2. C'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les déchets industriels et ordures ménagères déversés dans le cours d'eau d'Indin polluent l'environnement et exposent les populations à de nombreuses maladies. Les multiples plaintes envers les pouvoirs publics sont restées lettres mortes. Plus de précisions dans ce reportage d'Innocent Abega et Leclerc Sakem. Les populations du quartier Bilangé 2 à la pénétrante est de Douala, capitale économique du Cameroun, se sont familiarisées avec les odeurs que dégage le fleuve Ndingde, appelé ici fleuve noir. Nous n'avons pas tellement de problèmes puisque là où nous nous trouvons, il y a une cour. Ça le dehors, nous sommes habitués pour ça. Selon les riverains, cette eau au départ était claire, elle a changé de couleur au fil des ans à cause des déchets de graisse déversés ici par les entreprises. À côté de ces déchets de graisse, les habitants du coin ont transformé ce coup d'eau en latrine, toute chose qui contribue à souiller l'eau du fleuve Ndingde. Les riverains sortent dans la nuit, versent les ordures à bord du drain. Et ce qui n'est pas permis. On crie haut et fort, personne ne l'entend. L'un des moments spectaculaires que vivent les riverains, c'est lorsque la marée est haute. Les odeurs ne laissent pas les gens de ces mauvaises odeurs parce que les gens ont même les toilettes. Les gens font les selles, ça tombe que dedans.
Les gens, bon, tout on jette dans l'eau, c'est pour ça que les odeurs sortent aussi d'ailleurs. Bon, on ne sait pas, au niveau d'ici, comme nous sommes habitués, peut-être quelque part, ça rend les autres enfants malades. Et d'autres tombent dedans, d'autres meurent même qu'à l'intérieur. Là, c'est grave. D'où le nombre élevé des cas de noyade enregistrés. Les multiples plaintes des populations déposées auprès des pouvoirs publics pour l'amélioration de leur environnement de vie sont restées lettres mortes. Et on parle de toute autre chose à présent dans les entreprises au Cameroun. Le rôle du délégué du personnel est très peu connu par des employés à l'occasion de la fête du travail. Le 1er mai prochain, une formation du personnel des entreprises vient de se tenir à Crédit dans la région du Sud. Joseph Abena. La question de déléguer du personnel dans une entreprise n'a pas toujours été saluée par tous. Plusieurs délégués de personnel s'attribuent souvent des rôles qui ne sont pas siens. Le délégué ne doit pas seulement se résumer aux revendications. Le délégué doit se résumer à celui-là même qui porte les revendications, qui connaît ses droits et ses obligations vis-à-vis de son employeur et vis-à-vis de ceux qui les ont élus.